Et écoute, je fais avec plaisir cette interview en essayant d'être le plus vrai possible à l'intérieur de ce mensonge qu'est le cinéma. Qu'est-ce que c'est que le cinéma aujourd'hui? Ma pratique de cinéaste, je pourrais le dire plutôt. Écoute, c'est une question que je me pose de plus en plus et j'ai pas vraiment la réponse. Il faudrait pour qu'on puisse comprendre mon propos, que je le resitue, si tu veux, sur mon histoire d'une certaine. Donc moi je suis né au Maroc le 6 août 1945. Alors peut-être ça dira rien aux gens, mais le 6 août 1945, à cet instant-là, il y a une bombe qui explose au-dessus d'Hiroshima. Donc je nais le même jour. Évidemment, j'en ai pas conscience, hein, j'en ai pris conscience à l'adolescence, qu'il y avait une espèce de coïncidence. C'est une chose. Je nais au Maroc. Le Maroc, là aussi, je prends conscience, mais il y a quelque chose que je ressens, c'est, disons, que je suis déjà un étranger dans un monde étrange, qui est le Maghreb, qui est une histoire, c'est l'Afrique, et c'est surtout le colonialisme, c'est surtout les différences de classe, c'est surtout que, bien que je suis dans une famille, enfin c'est pas une famille puisque mon père meurt, j'ai 1 an donc j'ai pas connu mon père. Ma mère est pratiquement analphabète, elle élève ses 2 enfants. Et voilà, donc je suis dans cet univers-là. On vit dans une maison qui est à la frontière du quartier arabe et du quartier européen. Et c'est une sorte de quartier juif, une sorte de no man's land. Donc entre 2 univers qui sont séparés en fait par une palissade énorme à Casablanca, on appelait ça derrière les planches, et au pied de ces planches, il y a le quartier arabe et un quartier, c'est devenu une sorte de marché aux puces à ciel ouvert, sous ces planches, où on trouve tout ce que l'Amérique produit, de biens de consommation, qui sont mis en vente là. Ce sont les surplus de l'armée américaine qui sont vendus. C'est-à-dire qu'on peut trouver des jus de fruits, ce qui n'existait pas, des jus de fruits en boîte, du lait en poudre, une Jeep en pièces détachées, un frigidaire, des mixeurs, des jeans, des chemises à fleurs, des Ray-Ban. Tout ce qu'on peut trouver de la société de consommation se trouve là, en vente. Voilà. Donc, et c'est mon terrain de jeu, en fait. Donc voilà, je nais au Maroc et je prends conscience de ce que c'est que... prendre conscience, ça ne veut pas dire analyser d'un point de vue marxiste ou capitaliste ou politique. C'est quelque chose qui est là, qui m'environne. Voilà. En plus, il y a une autre donnée. Je suis donc juif, mais sans être pas une famille pratiquante. Et ma mère, pour pouvoir s'en sortir, me met dans un orphelinat catholique. Et donc, pour pouvoir y accéder, là j'ai 4 ans, il faut me baptiser. Donc on me baptise. Je ne sais pas ce que ça veut dire être baptisé à l'époque. Je sais qu'on me met une goutte d'eau sur le front, d'avoir une espèce de rituel un peu là, et je deviens chrétien, catholique en fait. Et là j'apprends ce que c'est que Jésus, ses pratiques. Et un jour, on me met à la porte de cet orphelinat parce que dans la cour, je montre ma quéquette à mes copains, et donc je suis circoncis, et eux, ils sont étonnés de voir que ma quéquette n'est pas comme la leur. Et là, une bonne sœur passe, voit le spectacle, et évidemment sacrilège, et on me met dehors. Et une calèche, je pars en calèche à cheval, parce que c'était le moyen de transport, et je rentre à la maison. Donc, voilà mes débuts dans ce monde qui me fascine en fin de compte.
Et je fais une ellipse, tout ça pour arriver à répondre à ta question sur le cinéma. Je fais une ellipse et là, ma mère se marie avec un Suisse. Elle aurait voulu se marier avec un aviateur américain parce qu'il y avait quand même beaucoup la présence de l'armée américaine au Maroc était importante. Il y avait une base pas loin de Casablanca. Et donc, pour une femme qui fait des ménages et qui fait de la couture, se marier avec un Américain, c'est tout d'un coup aller au paradis. Hein, donc, non, c'est pas le paradis, là c'est autre chose, c'est un ingénieur suisse allemand. Voilà. Donc là, je comprends pas du tout. Enfin bon, moi j'aurais voulu aussi avoir un papa américain parce que j'allais dans les bases américaines et il faut imaginer un gamin, un adolescent, enfin avant, vers 7-8 ans, dans des bases américaines, et là c'est vraiment Walt Disney, c'est-à-dire tout a l'air, c'est le paradis quoi. Les patins à roulettes, les Studebaker, les voitures décapotables, l'armée américaine. En fait, c'est tout le cinéma, tout ce que je voyais au cinéma, puisque Casablanca était une ville où il y avait, je sais pas, peut-être une 50aine de salles de cinéma, ce qui était énorme. Et c'est là que je fais mes classes, sans le savoir, de futurs cinéastes, enfin, si on peut appeler ça. Et je fais mes classes avec Jerry Lewis, avec tous les films de série B, les comédies musicales. On voyait 2 films par séance dans des cinémas énormes, des cinémas où il y avait 1000 places. Il y avait des poulaillers, donc on allait au poulailler. Voilà, donc voilà mes débuts, quoi. Le premier film que tu as vu, tu t'en souviens? Alors, c'était un film égyptien. Non, mais il y avait des films extraordinaires. Les films, il y avait Godzilla, les films japonais, mais je crois que c'est Jerry Lewis. Jerry Lewis m'a beaucoup marqué. Donc les premiers films de Jerry Lewis en tant que comédien, hein, Jerry Lewis et Dean Martin. Donc c'est ce cinéma-là qui m'a vraiment, parce que tout d'un coup, le contraste entre ce qu'on voit sur l'écran et quand tu sors de la salle de cinéma et que tu te retrouves dans le quartier arabe, c'est un contraste énorme. Aujourd'hui, tu vas au cinéma, tu rentres, tu sors, il n'y a pas une grosse différence entre l'extérieur et l'intérieur. Là, c'est tout d'un coup quelque chose de fascinant, quoi. Tu l'as vécu comment, ces rapports de différence Je ne peux pas analyser la façon dont... Mais j'essaie de... Je crois que ça a développé mon imagination. Parce que l'imagination Enfin, moi, je me suis dit... est-ce que je me suis pas dit ça très textuellement, mais il y a quelque chose de spécial sur cet écran. On voit quelque chose qui n'existe pas, ou alors qui n'existe que une espèce de féerie. Et j'ai mis longtemps à comprendre ce que c'était que le cinéma. Enfin, que c'était un écran, que c'était des acteurs, même si on les revoyait de film en film, mais c'était rentrer dans un univers extraordinaire, quoi. Donc voilà mon entrée dans le... Donc j'arrive en Algérie avec cet ingénieur suisse et ma mère, on arrive dans une voiture américaine, on passe la frontière, et là j'ai 13 ans, on est en 58, et là je vois l'armée, je vois les jeunes gens un peu apeurés, qui tiennent des mitraillettes, qui bousculent des indigènes, qui les fouillent. Et nous, on n'est pas fouillés. On nous dit, passez, allez-y, on passe la frontière, vous passez. Mais tous les autres, ils sont fouillés, ils sont collés contre les voitures, les camions. Et là, c'est une autre vision qui m'assaille. Et là, je comprends qu'on est dans un autre univers qui est la guerre, quoi. Ces contrastes, Julien, t'ont nourri pour ton cinéma. Est-ce que tu t'en es imprégné ou... Imprégné, oui, mais j'imagine pas du tout que je vais faire des films, hein. J'ai 13 ans, je vis sur un nuage, mais oui, parce que je vais vivre des drames.
Je vois mon médecin se faire descendre pas sous mes yeux, mais j'entends les coups de feu, j'entends la mer qui court. Le médecin est étendu sur le sol, il habitait dans notre immeuble, il s'appelait Cohen, il avait soigné des musulmans et il s'est fait descendre par l'OS. Donc je vois ça, je vois mon école plastiquée et dans la nuit, on est évacué par l'armée. Je pense que j'ai frôlé la mort plusieurs fois comme beaucoup de gens. Et donc là, je suis en relation avec des tracts qu'on voit dans sa boîte aux lettres où on voit des Européens avec la bite, les couilles dans la bouche. Et là, on dit voilà ce que c'est que les Félagas. Je vois les avions dans le collège, collège technique en Grande Kabylie, à Délice, un petit village. Je vois les avions foncer dans les Aurès, mitraillés. Je vois ça. Donc là, et mes meilleurs amis sont des Kabyles. Et donc il y a cette coexistence. Voilà. Donc ça, comme tu dis, ça ne m'a pas nourri, parce que là, ce sont des questions que je me pose, mais en même temps, ce ne sont pas des questions, on ne peut pas se poser de questions, à la limite. On est là, on est victime d'une espèce de chape de plomb idéologique qui s'entend sur les ondes, qui s'entend dans les conversations, c'est l'Algérie française, c'est le colonialisme, c'est la guerre. On ne parle pas de guerre, on parle de maintien de l'ordre. Voilà. Et c'est beaucoup plus tard que j'apprends qu'on a déversé des bombes sur des villages, qu'on a fusillé, que des crimes de guerre ont été commis. Je l'apprends beaucoup plus tard, quoi. Mais en tous les cas, ça ne peut pas. C'est obligatoire que le Maroc, l'Algérie vont m'interroger plus tard quand je vais prendre une caméra et que je vais commencer à filmer. Et donc je pense que tout ce contexte-là, il est indissociable de ma pratique. Mais si je n'avais pas vécu le Maroc, l'Algérie, la guerre, le colonialisme, l'injustice, la misère, si je n'avais pas vécu ces choses-là, je ne ferais pas les films que je fais aujourd'hui. J'ai fait un film qui s'appelle L'Agression, il a été interdit par la censure, c'était juste un petit fait divers que j'avais vu dans Le Monde, en 1973, le choc pétrolier, un Algérien se fait tabasser, meurt, on n'a pas retrouvé un fait divers dans Le Monde. Je filme tel que c'est le fait divers, le film est interdit par la censure. J'aurais jamais fait ce film-là si j'avais pas... J'ai fait un autre court-métrage, mais je ne sais plus où il est d'ailleurs, ce court-métrage s'appelait Écho d'Alger. Pareil, où je parle d'un jeune qui va rentrer, qui mime la folie pour ne pas aller à la guerre en Algérie. Voilà, ce sont des films... Mais ça aurait pu être un autre média qu'un film. Ça aurait pu être écrivain, non, l'image était prioritaire pour toi? Alors l'image, elle est venue par hasard, si tu veux. Un jour, là j'étais étudiant à Lille. L'image n'est pas venue par hasard parce qu'effectivement j'étais étudiant à Lille et Pierre-Henri Delot, qu'on connaît, enfin qui a créé la quinzaine des réalisateurs à Cannes, à cette époque-là, il dirigeait le ciné-club étudiant. Et c'était donc l'UNEF. Et c'était un grand ciné-club magnifique où les grands cinéastes sont venus dans ce ciné-club. Et un jour, il part à Paris et il fallait quelqu'un pour le remplacer. Et donc, on s'est parlé. En tous les cas, l'UNEF m'a demandé... On cherchait un président du ciné-club, quelqu'un Thierry. Et je me suis présenté. Mais je ne connaissais rien au cinéma. Je me suis présenté. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de voir des films. Parce que en fait j'aimais beaucoup le cinéma. Et donc à ce moment-là, diriger le ciné-club étudiant de Lille, c'était c'était organiser par exemple du vendredi au lundi matin des séances non-stop. Et c'est comme ça que j'ai pu programmer John Ford, programmer Huston, programmer Nicolas Ray, programmer des cinéastes, Rivette, tous ces... Et ma formation de cinéaste, elle a commencé là. Oui, elle a commencé.
par des films américains plutôt que par des films français ou... Alors, non, je veux dire, quand on se nourrit, je veux dire, c'est un peu comme la peinture. Je veux dire, il y a... C'était tous les grands classiques du cinéma. En même temps, c'était le lieu de la Cinémathèque. La Cinémathèque française avait des points comme ça en France. Donc ce ciné-club aussi était le lieu de la Cinémathèque française où on recevait les films de Langlois. Oui, je me souviens plus, mais je crois que j'ai dirigé pendant 2-3 ans ce ciné-club, le temps de mon passage à Lille. Et voilà, moi je connaissais rien. Donc on faisait par exemple un cycle de western, et donc c'était Hawks, c'était Ford, c'était Raoul Walsh, c'était ce cinéma. Donc c'était tout ce qu'on peut apprendre dans une université de cinéma. Et donc j'ai vu ces films-là. Mais ce qui était extraordinaire à Lille, c'est qu'il y avait au moins 5 ciné-clubs. Donc je voyais tous les jours un ou plusieurs films par jour, voilà, plus les films qui passaient dans les salles. Donc je pense que j'ai fait une médiathèque, une cinémathèque de films que j'ai incurgité pendant 3-4 ans. Et ça t'a nourri alors ça m'a nourri, évidemment, parce que faire venir des cinéastes qui parlent de leur art, de cette passion, tu comprends. Et puis là-dessus, mai 68 arrive. Et mai 68, c'est la rencontre avec Chris Marker qui vient à Lille, c'est la rencontre avec le cinéaste militant, mais j'ai déjà commencé à faire des films à ce moment-là. Comment t'as touché la première caméra? Quand tu as eu la première caméra en main, tu dis là je vais faire des films, comment ça se passe dans sa tête? Alors, j'étais chez un ami et il y avait une petite caméra 8 mm qui était posée sur une table. Moi, j'avais jamais tenu une caméra, même pas un appareil photo d'ailleurs. Et je m'occupais du ciné-club, donc cinéma, je me dis tiens, mais... et je demande la permission, est-ce que je peux l'emprunter? Donc je l'emprunte et aussitôt, je descends dans la rue et je commence à filmer dans la rue. Et la première chose que j'ai filmée, je me souviens, c'est une armurerie, la façade d'une armurerie avec les armes. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Le western? Le western, la guerre d'Algérie, voilà, ça commence comme ça. Parallèlement, j'étais pion dans un internat et j'ai commencé à faire un petit film avec les élèves. J'ai demandé au directeur si on pouvait faire un petit film et j'ai commencé comme ça. Mais à un moment donné, je me suis dit, il faut faire un truc en 16 mm. Et à ce moment-là, j'avais lu un article de Godard qui disait « Le cinéma doit aller... dans la rue, doit aller dans les universités, à l'usine. » Et donc je lui ai envoyé un mot en disant, voilà, je suis à l'université, si vous pouviez venir à Lille, présenter un film ou deux, et avec la recette, ça ira à une association qui me permettra de faire un court-métrage. Il me répond, ok. Et donc on organise une séance à Lille, et il faut imaginer Godard venant à Lille, et la séance est à 20h, à 19h, il y a déjà une queue dans la rue devant le cinéma, et j'attends Jean-Luc Godard qui doit arriver, quoi. Et à ce moment-là, à 8h moins 10, je reçois un télégramme, pas de culte de la personnalité, merci, à bientôt. Signé Jean-Luc Godard. N'empêche que j'ai lu le texte et puis les gens sont restés, et avec la recette, j'ai quand même pu faire le film. Premier film que je tourne, qui a un prix tout de suite au Festival du Jeune Cinéma à Rouen, je crois. Je reçois le premier prix et c'est Lelouch qui me remet le premier prix. Donc j'ai été parrainé par Godard et Lelouch pour commencer mes débuts dans le cinéma. Et donc, 68, et Chris Marker voit mes courts-métrages, et c'était des courts-métrages qui avaient une dimension un peu de science-fiction, et je ne sais pas pourquoi, en tous les cas, il y a une espèce de courant qui passe entre nous, et d'amitié, et je me souviens qu'il y avait Bonfanti,
l'un grand ingénieur du son, qui était venu à Lille, au Ciné-Club. Et je rentre dans cette relation avec ces hommes et ces femmes qui font ce type de cinéma et qui m'intéressent évidemment. Et je crois que j'ai appris avec la petite caméra 8 mm, parce qu'il y a tout dedans. Il y a de la pellicule, il faut faire du montage, il faut cadrer, il faut prendre le son. Donc mon école, ça a été ça, ça a été ces petits films. Le film produit indirectement par Godard, qui s'appelait Flash Park. Voilà, ça, mais je suis complètement autodidacte. Hein, j'ai pas de... Non, mais quand je disais ça, c'est de se dire que, quoi qu'il arrive, le cinéma est quand même quelque chose de complexe. Oui. Au niveau du regard, au niveau de la perception, du chant, contre-chant, de tous les éléments qui vont faire le film, oui. Comme un sculpteur. Oui. Tu vois, c'est en ça que je posais la question. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'il y a un film qui, ça peut être, je sais pas, Ford ou un film français, ou Godard, qui t'ont donné les clés, parce qu'en fait, quelque part, il faut quand même des clés pour ouvrir la porte. Oui. Non, je crois que c'est beaucoup plus facile qu'on ne pense de faire un film. C'est beaucoup plus facile qu'on ne pense. Aujourd'hui, ça le démontre. Là, tu as un appareil photo qui fait un film. Le dernier film que j'ai fait le son, l'image, j'ai tout fait. Je crois que ce qui est le plus difficile, c'est pas la technique, c'est qu'est-ce qu'on veut dire. Comment le dire, qu'est-ce qu'on veut dire, c'est ça si je prends l'exemple de l'affiche rouge par exemple, il y avait une urgence à un moment donné dans ma vie et dans le cinéma, je pense, à parler de la résistance immigrée, de parler de Manouchian, de parler de dire une bonne fois pour toutes que la résistance, ce ne sont pas que des Français avec un béret et une baguette sous le bras qui ont pris un fusil. Non, la résistance, elle a commencé par des gens qui avaient une histoire, et cette histoire, elle commençait en dehors de la France, elle commençait en Espagne en 1936, elle a commencé dans les pays où le fascisme était là, et la résistance, ce sont des gens comme ça qui ont commencé la résistance. C'est pas le général de Gaulle qui a commencé la résistance, hein. Ce sont des gens simples, des ouvriers, des gens qui savaient ce que c'était que le fascisme. Dans les mines du Nord, il y avait des Polonais, il y avait des Algériens, on ne sait pas qu'il y avait des Algériens dans la résistance française, on ne sait pas qu'il y avait des Allemands, on ne sait pas qu'il y avait des Polonais, des Italiens. Donc ça, évidemment c'est beaucoup plus tard, c'est en 1973, je veux parler de ça. Je veux dire que la police française, elle a fait le travail de la Gestapo. Je veux le dire. À ce moment-là, ce n'est pas connu, ça ne se dit pas, ça ne s'entend pas. Vous vous tassez dans le fond, s'il vous plaît. Plus vite. Vous reculez. Au fond. Wolf. Allez. Donc il y a une urgence. Et cette urgence-là, elle fait qu'il faut faire le film. Et comment faire le film? Par tous les moyens. Et tous les moyens vont faire que la forme du film, la façon de filmer, va être presque induite par cette urgence. Et cette urgence, c'est trouver... Et c'est comme la guérilla. On va se battre contre une armée, et au Vietnam, la guérilla gagne. En Algérie, la guérilla gagne parce que c'est des petits bouts de ficelle, c'est faire travailler l'imagination. Voilà. Et cette imagination, elle vous permet de dépasser la technique. C'est ce que je pense. Maintenant, c'est pas une règle, mais en tous les cas, c'est ce qui m'a permis de faire ce film. Pour répondre à ta question plus précisément, là tu parles du style en fait, comment les films s'articulent, comment le discours est amené, et c'est ce que, enfin, pour paraphraser un peu Lacan, si tu veux, il dit le style c'est l'homme à qui on s'adresse. C'est ça, le style c'est vraiment quelque chose qui est intime,
intimement lié à sa personne. On ne peut pas échapper à ça, si tu veux. Moi, ça m'arrive qu'au bout de 3 minutes, j'ai saisi, si tu veux, le style, même avant 3 minutes, comme quand on écoute un morceau de musique, au bout de la 3e note, 4e note, tu sens le style, tu sens où veut aller le compositeur, le musicien. C'est pour ça qu'en musique, et la musique est importante pour moi, c'est qu'on reconnaît un musicien à son son. Le son de Miles Davis, c'est pas pareil que celui de Dizzy Gillespie, c'est pas pareil que celui de Verschuren, ou le son chaque musicien, mais vraiment musicien, a un style, un son tout à fait identifiable, reconnaissable. Et je pense que dans le cinéma, c'est pareil. Dans tous les arts d'ailleurs, on va commencer un roman de Dashiell Hammett, on va tout de suite être situé dans un temps précis. À la prison de Fresnes. Oh, là-bas, on m'a fait attendre longtemps, presque toute la journée. Pendant que j'attendais, il y a un prisonnier qui s'est mis à chanter Le temps des cerises, il me semble. Oh, maintenant, je suis plus tout à fait sûre. Alors les gardes l'ont fait taire. Eh bien, dans la prison, tous les prisonniers ont repris la chanson. Mais j'ai pas revu Célestino. La cartoucherie de Vincennes, c'était un lieu d'ébullition théâtrale, de gens qui avaient aussi des urgences à dire des choses, mais en dehors de ce théâtre qui existait, mais d'un théâtre installé. C'était déjà des résistants culturels qui se sont mis là, mais avec aussi cette urgence et cette écriture théâtrale, cette façon de rendre compte du réel. Des gens comme Ariane Mouchkine, ce sont des personnes extraordinaires qui ont amené quelque chose dans le théâtre français. Il n'y a pas que Mouchkine, mais en tous les cas, la cartoucherie, c'était ce lieu, et pour moi, c'était emblématique de faire un film à l'intérieur d'un espace qui était déjà un espace très engagé, quoi. Et un espace qui était un beau décor. Inspirant. Le théâtre est là, présent. Et c'est pour ça que dans l'affiche rouge, il y a cette présence de la théâtralité. Et ce qui est étonnant, c'est qu'une fois que tu as fait ce film, tu ne reviens plus à la cartoucherie. Alors est-ce que ça aurait pu être aussi un lieu cinématographique en tant que tel ? Disons que la cartoucherie, ça a présenté beaucoup d'intérêt à la fois économique, esthétique par rapport à ce film. Voilà, c'était lié aussi au contenu je voulais travailler avec des personnes, et Ariane Mouchkine m'a permis de faire ça, d'utiliser les décors, de demander aux comédiens de la compagnie s'ils étaient d'accord pour travailler sur le film. Ça a été une source d'inspiration très, 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 très forte. Et en même temps, c'était un décor. Tu disais, on a fait le film en 20 jours. Je m'étais dit comment arriver dans un temps très réduit à faire un film, parce que c'était une question de moyens. On était tous payés au même prix. C'était presque tout le monde était une sorte de bénévolat, un engagement. Je mettais un travelling au milieu de la cour, de la cartoucherie, un travelling, et on tournait une séquence, c'était avec une dolly, dans un axe. Alors c'est une séquence qui était évidemment très mise en scène, tout ça, des plans séquences, tout ça, et puis après, on pouvait tourner dans l'autre sens une autre séquence. On suffisait de travelling, de bouger la dolly, et dans l'autre sens, on avait une autre séquence à un autre moment. Ça, c'était quelque chose qui venait des impératifs économiques. On se dit comment utiliser les contraintes. C'en était une de contraintes. Il faisait combien le travelling? C'était un long travelling, ça dépendait de la scène. Non, mais une fois installé, il traversait pratiquement toute la cour, non? Oui, ça devait être un travelling, je ne me souviens plus, mais une quarantaine de mètres, 50 mètres, on avait, voilà. Et donc, voilà, c'est comme dans un studio, en fait. Et c'était... C'est une sorte de confort aussi, en fait, d'avoir tourné à la cartoucherie dans un lieu unique qui te permet pratiquement d'exploiter tous les... Oui. C'est ça que je disais au niveau de la théâtralité, c'est-à-dire qu'il y avait cette unité de temps, cette unité de lieu. D'abord, oui, bien sûr, c'était écrit.
Je te donne plusieurs exemples. En tous les cas, ça a été écrit avec un co-scénariste qui est René Richon, qui était un ami que j'avais connu sur l'agression, puisque je me souviens de l'agression, avait eu un prix au festival à Grenoble, et il était là, et on s'est parlé, et tout de suite on a eu une relation très forte, amicale, d'amitié, et on s'était dit qu'on ferait des films ensemble. Donc René Richon participe avec moi à l'écriture du scénario. Le scénario, il existe, il y a quelques pages. Pour te donner un exemple, je voulais travailler avec Pierre Clémenti, qui sortait de prison, injustement emprisonné en Italie pour drogue. Et je frappe à la porte de chez Pierre Clémenti et je lui dis bonjour, voilà, j'aimerais que vous travailliez sur un film, j'ai quelques pages, si vous pouvez les lire, je vous rappellerai. Il me dit non, revenez dans une demi-heure et puis je vous dirai ce qu'il en est. J'adorais Pierre Clémenti, c'était Visconti, puis surtout sa dimension poétique. Je reviens une demi-heure après, j'ouvre la porte et je vois Pierre et il me dit « Est-ce que ce costume, ça va ?» Et il avait déjà enfilé le costume du personnage de Marcel Reymann, un personnage magnifique qui fait partie du groupe Manouchian, quoi. Donc voilà quelqu'un qui incarne bien l'esprit de ce travail enthousiasmant sur le film. Beaucoup de jeunes ne savaient pas ce qui était Manouchian, la résistance immigrée. Ils découvrent au même moment, en Espagne c'est Franco, le fascisme est là, à nos portes. On garrotte un jeune militant basque, Txiki, qui veut dire petit en basque. Txiki est garrotté, donc garrotté, voilà, donc tout ça crée un climat, si tu veux, parce que on est ancré dans une réalité historique et culturelle très forte. Le théâtre en France est vraiment le lieu de l'expression, de l'engagement du politique. Plus que le cinéma. Beaucoup plus que le cinéma, bien sûr. Le cinéma français, à l'époque, c'est un cinéma qui est, à quelques exceptions près, il y a des Yann Lemasson, il y a des Chris Marker, il y a des René Vauthier, il y a des gens engagés dans le cinéma, mais majoritairement c'est un cinéma bourgeois, enfin je veux dire Truffaut, Godard, enfin ce sont des gens qui sont issus d'une tradition. L'IDEC c'est le lieu des futurs cinéastes, mais voilà. Alors, ça ne veut pas dire que quand on est bourgeois, on ne fait pas des films révolutionnaires ou politiques, hein, mais je veux dire, il y a un ancrage social et culturel qui est là. C'est un cinéma très intellectuel, qui est référé à la littérature. Bon, c'est un cinéma de classe, disons, sans qu'il y ait quelque chose de péjoratif, c'est sûr. Tu n'as pas fait de cinéma militant? Si. Mais avant de parler de ça, juste un petit passage, c'est que il y a une expérience qui a été très forte aussi pour moi, où je retrouve Chris Marker, c'est que je suis engagé comme stagiaire avec Costa Gavras sur l'aveu. Et donc là, j'ai un champ d'observation extraordinaire. Il y a
le grand cinéma français, Yves Montand, Simone Signoret, il y a Raoul Coutard, il y a je crois que c'est Civelle, un grand ingénieur du son, des décorateurs. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une espèce de cinéma énorme. Et avec en tant que stagiaire, on n'a rien à faire. Donc, on n'a rien à faire. Et donc, là, j'ai les oreilles, les yeux grands ouverts pour voir Costa Gavras travailler, pour voir les comédiens travailler. Et c'est là que je rencontre d'ailleurs sur le film Laszlo Szabó, qui est un comédien qui me fascine, qui joue beaucoup dans les films de Godard, et avec qui je vais entretenir une relation, et Szabó, Laszlo va faire tous les films que j'ai faits, il a joué dedans, et j'ai même été son assistant quand il a fait ses premiers films. Donc ça a été un événement et une expérience très très formatrice pour moi Donc la chanson de Roland est quand même quelque chose, pour revenir à la chanson de Roland, c'est un film un petit peu plus lourd. Là, tu avais les moyens. J'avais les moyens, mais tout ça est relatif en fait. Hein, les moyens. Ça, à l'image, ça se voit. Oui. Voilà. Ah ben c'est sûr que c'est pas la même économie que l'affiche rouge. L'affiche rouge, ça se fait sans distributeur, sans producteur pratiquement. La chanson de Roland, oui, c'est une coproduction avec le Canada. Il y a Monique Mercure qui est une comédienne canadienne qui avait été. Il y a Dominique Sanda, il y a Klaus Kinski, Alain Cuny, Brialy. Enfin, il y a une pléiade de comédiens. Il y a des chevaux, il y a des armures, des décors. C'est pas Hollywood, mais voilà, c'est un film, c'est presque un péplum, quoi. Et t'aimes bien les péplums? Bah, ça dépend ce qu'il raconte, encore une fois. J'aime bien, oui, s'il y a de l'humour, pourquoi pas, ou si ça raconte une histoire. Mais est-ce que c'est pas le fantasme de tout réalisateur de faire au moins un film en costume? Non, ça se passe pas comme ça, pour moi. C'est plus, alors encore une fois, sur le côté... Je crois qu'on est passé à côté de ce film, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que raconte ce film? C'est la lutte de l'Occident chrétien contre l'Orient, l'islam, puisque ça parle de la bataille de Roncevaux, ça parle de l'archevêque Turpin, ça parle d'un chef-d'œuvre, entre guillemets, de la littérature française, qui prône quoi? Si on veut aller au fond des choses, c'est la conquête des pays, voilà, et c'est la lutte contre l'islam. Et donc, ça, les batailles entre les armées, les morts et les chrétiens, elle est au centre du film. Et c'est quoi? C'est une troupe de comédiens qui va à Saint-Jacques-de-Compostelle, dans ce lieu saint, et qui, pour pouvoir avoir la force d'aller jusque-là, traversant toute l'Europe pour aller à Compostelle, il y a des troubadours qui accompagnent les pèlerins et qui leur chantent le soir la chanson de Roland pour les convaincre, leur donner la foi, la force de continuer. C'est-à-dire que c'est une dimension idéologique. Et ce qui m'a intéressé dans la chanson de Roland, c'est de montrer à quel point la littérature n'est pas en dehors de l'histoire, n'est pas en dehors de la politique, n'est pas en dehors de l'idéologie, et c'est un élément très fort pour convaincre. Ça peut paraître bateau, classique de dire ça, mais voilà, la chanson de Roland, elle est enseignée. Je ne sais pas si on parle, quand on enseigne la chanson de Roland, si on évoque la dimension raciste, la dimension de la différence. Voilà, c'est ça. Donc, je voulais faire un film qui parle de ça, qui fasse prendre conscience de cette dimension, mais aussi de la dimension épique du texte, qui est un texte très beau, enfin très très fort. Il y a cette dimension-là, voilà. Et il s'était tourné en combien de temps? Bah, là, c'était pas beaucoup. Je pense que c'était peut-être 8-9 semaines. Tu vois, c'est pas beaucoup non plus quand il y a des cascadeurs, des batailles. Tout a été fait à la main. C'est marrant le terme, tout a été fait à la main. Oui, les bannières, les costumes, les casques ont été moulés avec
avec des documentations très précises. Georges Duby, qui était un grand médiéviste, m'a aidé. C'est basé. Ce qu'il y a dans le film, les premières révoltes paysannes sont évoquées à ce moment-là. Dans les tanneries, l'organisation du travail, l'arrivée de l'argent qui commence, les classes sociales qui commencent à s'organiser, voilà, la chrétienté, le clergé, toutes ces questions-là, elles sont dans le film. Et c'est ça qui m'intéressait. C'était pas uniquement un décor de péplum pour raconter une histoire, la mort de Roland. Non, c'était aussi pour parler de ça, de la prise de conscience. La prise de conscience à un moment donné de l'histoire des forces qui régissent le social. Entre parenthèses, c'est une musique d'Antoine Duhamel qui a fait des musiques pour Godard, Truffaut, et il m'a toujours dit que c'était une des plus belles musiques qu'il ait composées, parce que il y avait quelque chose qui mariait le passé et le présent. Ça se sent dans la musique qu'il a écrite. Et c'était ça aussi la chanson de Roland. Hein. C'était ce passage, comme dans l'affiche rouge, de deux temps. Le disque est sorti, je crois. Oui, il y a un disque. Une très belle musique où il y a la musique africaine avec les grandes orgues de l'église Saint-Germain à Paris où ça a été enregistré. C'est une musique très contemporaine que Duhamel a écrite. Parce que tu parles de la musique, et c'est vrai que la musique, ça a été quelque chose de très important pour moi, à la fois la façon de concevoir les films, de parler du rythme d'un film. La musique est très importante, et j'ai fait beaucoup de documentaires là-dessus, et en particulier mon premier documentaire, c'est cette lettre à Michel Petrucciani, qui est sur ce pianiste magnifique. Mais ça a tout d'un coup, parce qu'il y a très peu de films documentaires sur la musique, en définitive, il y a beaucoup de concerts, de choses comme ça, mais et ça m'intéressait aussi de parler de l'individu. En général, on fait un film. Il y a les films qui ont été faits sur Glenn Gould, par exemple. Et donc, aller à la rencontre de musiciens, pour moi, c'est très très important de comprendre ce mystère de la musique. Le cinéma, il n'y a pas de mystère dans le cinéma, en fait, parce que c'est quelque chose de très collectif. Et puis, mais dans la musique, c'est tout d'un coup, il y a un individu qui est là, et si c'est un pianiste, il a quelques notes à son service, et il va produire quelque chose qui va bouleverser des âmes, bouleverser des personnes, leur faire changer presque d'univers et d'esprit. La musique, c'est... Donc, cette parenthèse, parler des films sur Archie Shepp, sur Miles Davis, ces films-là ont été importants pour moi d'aller, grâce au cinéma, aller à la rencontre de personnes. Pour l'instant, je suis vachement dans le tam, et dans le visuel avec ce que je dois faire sur mes pastilles. Mais progressivement, ça va changer et on va se mélanger un peu plus. Et le journal d'une jeune femme sourde, c'est aussi ça, c'est un peu comme c'est une réflexion sur la musique aussi, puisque c'est une jeune femme qui a perdu complètement l'audition suite à un traumatisme et une opération chirurgicale, et donc qui a perdu au point de ne plus entendre sa voix ni aucun son. Et à ce moment-là, elle est dans une situation de repli, de refermement, elle est dans ce qu'elle appelle le silence noir. Et lors d'une rencontre avec une jeune plasticienne sonore qui a inventé un instrument de musique, une basse électrique, une body bass, qui transmet dans le corps les vibrations. Et donc, suite à cette rencontre, la jeune femme va avoir sa vie bouleversée, parce que tout d'un coup, le deuil qu'elle avait fait de la musique va tout d'un coup s'effacer, et elle va ressentir la musique d'une façon différente, mais elle va le ressentir, et tout d'un coup, elle va se mettre à faire de la musique. Et sa vie va être bouleversée, elle va complètement changer. Donc le film s'est fait tout à fait par hasard, à la fois parce que cette jeune femme sourde, cette jeune plasticienne et Olivia, qui est une musicienne, se sont retrouvées chez moi
pour aller répéter et faire essayer cette basse électrique à cette jeune femme. Et j'entends, je n'étais pas prévenu, j'entends au-dessus, au premier étage, cette basse électrique, je monte, j'ouvre la porte, et je vois cette jeune femme presque en pleurs, émue, qui tout d'un coup vient d'être sous le coup d'un choc émotionnel très fort, de cette musique qu'elle entend, alors que depuis des années, elle n'en a plus la sensation, quoi. Elle embrasse la basse, je suis témoin de ça, et il y a comme d'ailleurs c'est marrant, comme de la première fois que je prends une caméra par hasard sur la table et que je commence à faire un petit film en 8 mm, là je trouve une petite caméra, appareil photo, et je ne peux pas m'empêcher de filmer la scène. Et le film commence, et je ne sais pas que je suis en train de m'embarquer dans un film qui va durer 6 mois, et pour faire un long métrage où je vais faire à la fois et le son et l'image, et c'est un film qui s'est fait à la maison, toutes les semaines il y avait une répétition. C'est un film chronologique, c'est un tournage chronologique. Oui, parce que la jeune femme va commencer à apprendre avec d'autres musiciens qui sont là, qui ont formé un groupe, à jouer de la basse électrique. Et je vais commencer à faire des interviews de cette jeune femme pour essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que il faut essayer de s'imaginer, et je crois que dans le film, on arrive à percevoir ce que c'est que le silence noir. C'est-à-dire de ne plus rien entendre du tout. D'être plongé dans quelque chose qui est à la fois terrifiant, hein, et en même temps qui est un autre monde, quoi. C'est l'idée du début du film, non? Où c'est Watt, où le son devient très Watt, très quand on n'entend plus rien, quoi. Quand elle sur le quai sur le port de. Oui, non, oui, c'est ça. Oui. Hein, c'est très impressionnant. Oui. On comprend quoi c'est. Oui, on se met à la place de cette femme, et d'entendre le silence. C'est la musique qui le fait entendre. C'est ça qui est paradoxal. C'est-à-dire qu'il y a une musique qui arrive, si tu revois le film, à la flûte, une espèce de vague comme ça, qui vient se surajouter au silence qui environne la jeune femme qui marche dans la ville. Tout d'un coup, et c'est ce silence-là qui donne l'idée, cette musique qui donne l'idée du silence intérieur. Ça donne une équivalence. Et donc, tu as tourné le film, tu as tourné avec plusieurs matériels, hein, je crois, si j'ai compris. Oui. Au début, j'ai continué à filmer avec cette petite caméra, un téléphone. Et il fallait filmer. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit non, je vais acheter une caméra. Et puis, il m'a fallu du temps à comprendre comment ça fonctionnait, parce que c'est pas si simple que ça, une caméra, en fait. Il vaut mieux prendre un portable. Ouais. Non, je veux dire que ce qui est important là dans ce que tu nous dis, c'est que le film est plus important que le matériel. Le film est plus important. Que la caméra que tu peux avoir entre les mains. Oui. Il faut que le film se fasse. Oui. Donc le film se fait, mais peu importe. Oui. Mais je ne sais pas si c'est Godard, je ne suis pas un fan de Godard, mais il a des formules, des fois, qui sont percutantes et qui sont tellement justes. Mais je crois que c'est lui qui dit ça. Mais il vaut mieux une image floue avec un propos qui est juste, hein, plutôt qu'un propos juste. Oui. Voilà, c'est plutôt un propos faux et une image juste. Ouais. Et c'est vrai que on peut filmer, et c'est ça qui explique le hors-champ, par exemple. Le hors-champ peut dire beaucoup plus de choses que quelqu'un qui est dans le champ. Parce que tout d'un coup, le cinéma, c'est l'art de la suggestion, hein, et vraiment le hors-champ, c'est ce qui donne tout son sens au plan suivant, où la personne est dans le champ. Voilà. C'est pareil que l'histoire du silence qui est plus fort quand il y a une trame musicale qui le souligne, quoi. Donc c'est ça le langage du cinéma, c'est trouver des équivalences, quelque chose qui suggère, qui laisse à l'imagination toute sa place. Et c'est en ça que... Oui, pardon, excuse-moi. Et tout le ressenti. Et tout le ressenti, exactement. Ouais. Alors après, si tu veux, c'est aussi le contenu. Cette femme,
cette femme dit des choses qui dépassent le cadre même de la surdité. C'est-à-dire, on rentre dans... Il y a une humanité qui est là, à l'œuvre de notre place dans la société, de notre place dans le monde. Elle en fait prendre conscience et on se dit que la vie, c'est quelque chose, comme dit Novecento, est-ce que vous allez entendre ça, bordel, que la vie, c'est quelque chose. Et c'est ça ce qu'elle essaie de nous transmettre, que chaque seconde, c'est l'éternité. Et je pense que c'est fort. Le fait qu'elle ait été musicienne et qu'elle retrouve le plaisir et le désir de la musique, c'est d'un coup une renaissance, et on assiste à cette renaissance. C'est ça qui est fort, quoi. Et aussi au concert, remonter sur scène. Oui. Dans le film, c'est... Oui. Ce moment est quand même... Puis ce qui est très beau, enfin pour moi, le plaisir que j'ai eu à filmer et à transmettre cette émotion, c'est qu'autour d'elle, il y a des personnes qui sont bouleversées. À la fois la jeune Cassandra qui a créé Olivia qui est flûtiste, qui chante, le guitariste, le percussionniste. Tous ces gens-là sont autour de cette jeune femme sourde et elle fascine, elle donne tellement et les autres donnent autant, si tu veux. Et donc le film, pour moi, j'en avais conscience, si tu veux, mais c'était de filmer ces moments de grâce, en fait, qui étaient là. On savait jamais à l'avance ce qui allait se passer. Il y a eu des jours où il ne se passait pas grand-chose parce que tout d'un coup, c'était difficile. Mais quand il se passait quelque chose, c'était formidable, quoi. Donc, cette responsabilité du cinéaste à rendre compte de ça, quoi. Et pour un cinéaste, enfin pour moi, c'était un moment de bonheur de réaliser ça. Et je savais à certains moments que l'image allait être floue, que le son ne serait peut-être pas à la hauteur, faisant tout, mais je savais qu'il y avait autre chose qui pouvait pallier à ça, et le montage, évidemment, a permis ça aussi, le mixage. Encore une fois, Godard, je crois que c'est Samuel Fuller, que je ne sais plus, c'est dans Pierrot le Fou, qui dit « le cinéma, c'est émotion, émotion, émotion ». C'est ça. Et j'en fais ma devise. Aussi d'un spectacle que j'ai fait qui s'appelait Changer le monde, qui s'est joué à Porquerolles au festival, où l'idée c'était de réunir un certain nombre de musiciens venant d'horizons, de cultures, de pays différents, d'Afrique, d'Amérique, du Maroc, se retrouver sur scène sans qu'ils se connaissent. Mais moi, je les connaissais tous individuellement, donc je savais quels étaient leurs univers, et de faire que ces univers se rencontrent, se retrouvent et en forment un nouveau. Et donc, le pari, c'était de les réunir sur la scène du Festival de jazz de Porquerolles, et qu'ils fassent la balance, l'équilibre des instruments, des voix, et ces deux micros, mais qui ne répète pas un morceau, qui n'est pas un répertoire établi, mais que tout se passe dans l'improvisation. Ça s'appelait Changer le monde. Et il y avait dans le spectacle la projection d'un film, du dernier discours de Martin Luther King, I Have a Dream, et que ce film interagisse avec la musique à un certain moment. Et ce spectacle, ça a été magnifique évidemment parce qu'il s'est passé quelque chose. Voilà. Et je suis parti de cette idée de ce concert qui s'appelait Changer le monde, et j'ai appelé le film Changer le monde. Non, mais voilà, c'était... Oui. Le film est quand même... Pour moi, c'est une sorte d'aboutissement, toi, le film. C'est ce que j'allais dire. Pour moi, c'est une sorte de film testamentaire. À savoir qu'il y a dans ce film-là des extraits de... En fait, c'est un hommage à Archie Shepp en particulier. Cette rencontre que j'ai faite avec Archie dans un de mes premiers films documentaires.
et sur les 20 ans du festival. Donc on voit Archie dans le film quand il a 67 ans, je crois il le dit, ou 63 ans, et on le voit quand il en a 83. Cet homme-là a dit tellement de choses magnifiques en musique et aussi dans des paroles, des poésies qu'il a écrites. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup marqué dans ma vie de cinéaste et parce qu'on a fait des films ensemble en Afrique, on a monté des comédies musicales, on a fait beaucoup d'aventures extraordinaires. The revolution will not give you mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nerves. Le film, c'est aussi, si tu veux, je ne sais pas si tu l'as senti, mais c'est aussi sur une aventure collective, pas uniquement des musiciens, mais des gens qui vont faire ce festival. C'est-à-dire que pour moi, c'est une sorte d'utopie à l'œuvre, où des gens arrivent sur une île et vont construire quelque chose où de la musique va naître, mais pas que de la musique, c'est-à-dire des rencontres, comme par exemple ce spectacle Changer le monde, mais il y a eu d'autres, des créations, et donc il y a des personnalités, et parce qu'on n'entend pas souvent les musiciens se livrer, on leur donne pas souvent l'occasion de se livrer, de donner leurs sentiments sur le monde, sur la musique, sur le contexte social, politique, et j'ai voulu capter certaines de leurs réflexions, de leurs pensées, et Archie, évidemment, il dit des choses magnifiques, mais pas que lui. Jacques Schwarzbart, il dit une chose qui est magnifique sur cette muraille qui enserre le cœur de l'homme, et il dit la fonction de l'art, c'est vraiment de faire tomber cette muraille pour qu'enfin on puisse se libérer et parler en toute liberté de ce sentiment, de cette expression, de ce collectif, quoi. Sachant que Jacques Schwarzbart, c'est le fils de André Schwarzbart, ce grand écrivain, et Simone Schwarzbart, antillaise. Donc ce sentiment du tout monde, la créolité tout d'un coup, et ça pour moi c'est très important. Et le festival de jazz de Porquerolles, c'est ça, c'est-à-dire c'est cette mixité. Quand André Mainviel chante Étrange, étranger, ce poème de Prévert qu'il écrit en 56 ou un truc comme ça, mais qui est tellement d'actualité, hein, et qui parle de la Méditerranée, qui est toute proche avec ce cimetière de migrants. Voilà, je pense que c'est un festival que j'ai créé, mais je trouve qu'il me ressemble, à savoir que c'est un lieu de réflexion, d'humanité, de musique, et la beauté et la poésie sont à l'œuvre en permanence.